Cette semaine, dans le balado, on fait un road trip en Ontario, on tente de démasquer un meurtrier et on bascule dans la folie. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton, vos animateurs pour cet épisode fort chargé, on doit dire. C'est une grosse semaine en termes de sortie. Oui, tout à fait. Si les dernières pouvaient paraître plus minces, là, on dirait que tous les studios ont quelque chose à offrir en fin de semaine. Et ça, on va aussi parler des bandes annonces. C'est encore la même chose comme on discutait la semaine dernière, là, les films de la période des Oscars continuent à déferler sur les réseaux sociaux. Donc, si vous nous écoutez en prenant une marche, vous pouvez prendre un peu plus longue cette semaine, aller un peu plus loin. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va dépasser la demi-heure. Là, et si vous nous écoutez dans le bain, vous allez avoir des prunes garanties en sortant. Et si vous êtes dans le lit, on espère que vous vous endormirez pas. On va rendre ça assez attrayant. Alors, débutons par les actus. Quand même, beaucoup de nouvelles, beaucoup de nouveaux projets qui ont été annoncés cette semaine. Je lance le bal. Ouais, j'en ai pas vraiment, fait que surprends-moi, je vais réagir Parfait. à chaud à tout. On va commencer avec une annonce qui est en lien avec une des sorties de la semaine. Le réalisateur Ty West qui nous avait donné l'excellent X en début d'année, qui fait partie de nos coups de cœur de l'année, je pense. Je me trompe pas si je dis ça. Oui, dans la gamme horreur, c'est certain. Oui, c'est un coup de cœur. Bref, je pensais tout de suite. Je suis déjà en train de préparer tranquillement mon top 5. Là. Je sais pas s'il va rester là, mais oui, c'était un film que j'ai beaucoup apprécié. Un film très jouissif. Alors, cette semaine, il sort un anté-épisode, un prequel. Et là, il l'a annoncé au Festival de films de Toronto, à TIFF, alors qu'il y avait eu la projection de Pearl, qu'il y avait un troisième film qui s'en venait dans l'univers de X. Donc, Ty West, un petit cachetier quand même, parce qu'il garde ça toujours très, très secret, ces films-là. Donc, Maxine, qui va mettre en vedette le personnage joué par Mia Goth dans X. Donc, celle qui veut devenir une star de cinéma. Alors là, on va suivre, et c'est la... Non, je n'irai peut-être pas là, je ne vous ferai pas un spoiler. Bref, on va la suivre en 1985, donc 6 ans après le film X, qui se déroule en 1979, dans le milieu du cinéma de Los Angeles. C'est ça, je me demandais si ça se passait avant ou après. Ça va être après. C'est sûr que ça spoil un petit peu que... Oui. elle va passer au travers du film X, là, mais il vous reste tout le reste des autres personnages à découvrir. Donc, il y a même un petit teaser qui avait été tourné, d'ailleurs, avec la projection, suite à la projection du film qui a été montré au public. Vous pouvez la trouver aisément sur Internet, tapez Maxine avec 3X. Et évidemment, on ne révèle pas grand-chose, mais ça met le ton un peu avec l'image, le grain, l'esthétique, cassette VHS 1985. Fait que j'ai hâte de voir aussi quel ton il va donner à son film. Exact, on en parlera plus tard dans l'épisode avec Pearl, mais l'esthétique colle et diffère dans chacun de ses films. Ouais. Mais ce qui est fascinant, c'est que la première fois qu'il a présenté X, c'était à South by Southwest. Après le visionnement, il a dit « Hey, surprise, j'ai tourné un préquel en cachette. Pearl. Ah, wow, super. » Là, Pearl est présenté au TIFF. Puis après la projection, il dit « Hey, surprise, A24 vient de me donner le feu vert pour le 3e volet. » Fait que quand il va présenter... Là, c'est sûr que ça va être plus long parce qu'il n'est pas tourné encore, c'est ça la différence. Mais quand Maxine va finir par jouer, peut-être, je sais pas, dans 2 ans, c'est sûr que le monde va dire... OK, c'est quoi la surprise que t'as pour nous en plus? T'sais? Non, désolé, c'est la fin, il n'y a rien. Ouais, non, je te crois pas. T'sais. Il va habituer son public. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'il va tourner assez vite. Moi, j'ai un feeling qu'on va le voir en 2023. Peut-être je me trompe, là, mais j'ai l'impression qu'il doit tourner ça dans les prochaines semaines. C'est ça, s'il y a eu le feu vert, j'ai l'impression que le scénario est déjà écrit puis tout. Là. C'est pas... oui, tu peux commencer à penser à tout ça. Puis le premier, c'était beaucoup... c'était écrit par Ty West, puis Mia Goth jouait 2 rôles dedans. Mais là, Pearl et Maxine, c'est co-écrit Mia Goth et Ty West. Fait que là, ils sont rendus vraiment les deux chummés là, dans le projet et tout. Sûrement peut-être producteurs aussi, là, je sais pas. Tout à fait. Tu mentionnais, c'est la saison des cérémonies, des festivals là, qui bossent son plein. La semaine dernière, c'était Venise. Mm-hmm. Et là, on a su, évidemment, qu'on avait enregistré un épisode précédent. Le festival n'était pas encore terminé. Mais on a quand même annoncé le grand gagnant de cette dernière édition, qui est un documentaire. Je pense que c'est seulement la 2e fois dans l'histoire du festival que c'est un documentaire qui remporte les grands honneurs. Donc, le film All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras.
mais qui n'est pas québécoise, malgré la consonance de son nom. Un documentaire qui porte sur l'industrie pharmaceutique américaine, surtout Purdue Pharma et la famille Sackler, qui a eu beaucoup de poursuites aux États-Unis, là, qui ont les tiens responsables pour la crise des opioïdes et tout ça. Là. Donc, voilà, bien hâte de voir. Ça va, j'imagine, sortir dans les salles à un moment donné, quand des documentaires comme ça remportent des prix prestigieux. Habituellement, ils ont droit à une sortie. Ouais, j'imagine. Ça va être à suivre. Ah, je sais pas si j'étais en dessous d'une roche cette semaine. Là. J'ai tout loupé ça. Puis écoute, il y avait Cate Blanchett qui a gagné le prix d'interprétation d'actrice féminine avec son rôle d'une chef d'orchestre dans Tar, qui a créé un gros buzz. On la met déjà favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice. Mais déjà parce que c'est Cate Blanchett. Ça aide en partant. Mais moi, je miserais un petit 2 sur Michelle Yeoh, mais ça va être à voir. Mais bref, Tar... Donc, je sais pas, pour Everything Everywhere. J'espère juste que le studio a les rangs assez solides pour ça se rendre là. Ce qui l'aide pas non plus, c'est que c'était un film du printemps. Ça fait longtemps. Est-ce que le jury, pas le jury, mais les votants vont l'avoir moi, je pense que c'est un film qui va sortir grand gagnant des Oscars. Je pense qu'il va avoir plusieurs statuettes. Parce que c'est tellement différent, ça a tellement laissé une bonne impression. J'espère au moins qu'il va récolter sa part de nomination, ne serait-ce que, je sais pas, 2 ou 3, quelque chose comme ça, mais en tout cas, on verra d'abord quand il y aura les nominations sur nos pronostics. Moi, je le cale aujourd'hui, tu pourras revenir, mais moi, je mets un 2 sur Michel. Et pour l'acteur, c'était Colin Farrell pour son rôle dans Banshees of Inisherin. Oui. Donc, film irlandais, qui lui aussi prend l'affiche dans les prochaines semaines. En octobre, il me semble, c'est Martin McDonagh, c'est ça, lui qui avait fait In Bruges, puis Three Billboards Outside Ebbing. Ouais, c'est ça. Ce genre de comédie noire. Sinon, c'était le gros show Disney, l'Expo Disney 2023, en fait, pour annoncer les prochaines sorties. Est-ce qu'ils ont parlé de la phase 7 de Marvel? Non, on a... on a annoncé le casting pour leur film Thunderbolts, parce qu'il y avait toutes sortes de rumeurs. Évidemment, l'espèce de groupe de films qui va mettre en vedette les super vilains, mais là, je mets ça entre guillemets un petit peu, là. Mais finalement, un peu les méchants de l'univers Marvel, un peu à la manière de Suicide Squad, de leur concurrent DC. Donc, il va y avoir David Harbour, dans son personnage de Black Widow. Le Russian... j'ai oublié de le prendre Red Captain, quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça. J'aurais dû l'écrire, je ne l'ai pas pris en note. Wyatt Russell, qui jouait le nouveau Captain America dans la série Falcon et Winter Soldier. Le Winter Soldier sera là également Sebastian Stan. Florence Pugh et sa nouvelle Black Widow aussi dans le rôle. Et Anna John Kamen et Olga Kurilenko. Donc, elle, c'était Taskmaster et Ghost aussi. Donc, dans Ghost Ant-Man 2, ça? Ouais, et puis l'autre Taskmaster, dans c'est Black Widow, c'est ça. Donc, seront ce groupe-là, les Thunderbolts. On en connaît pas plus sur l'histoire. 3 personnages de Black Widow, là. Oui, c'était pas pour rien qu'on avait créé ce film-là. Hein. Tout est dans tout. Aussi, on a dévoilé en exclusivité la première bande-annonce d'Indiana Jones 5, mais évidemment, elle n'a pas été mise en ligne. On garde ça précieusement dans nos coffres chez Disney. D'après moi, là, on va en parler bientôt. Le prochain Spielberg sort en novembre. J'ai l'impression que la bande-annonce va être collée. Moi, je sais pas s'ils vont mettre sur Avatar, peut-être. Aussi, peut-être, c'est vrai. Moi, je pense à un des deux. Mais ouais, Fableman, c'est pas impossible non plus. De ce qu'on a pu voir, c'est que ça promet beaucoup d'action. Vraiment, la réaction de la foule a été très positive. Et là, c'est pas un spoiler parce que c'est dans la bande-annonce, mais ça a l'air qu'on va revoir son bon ami Salah, qu'on a vu dans le premier et le troisième. Donc, John Rhys Davies, qui interprète son ami égyptien qui l'aide, le barbu. Donc, c'est avec lui qui explore l'espèce de tombeau là, dans le premier. C'est ça. Il y a plein de serpents. Je revois là. Sinon, des projets donc, de Disney qui ont été annoncés, beaucoup pour 2024. Donc, on annonce un prequel au Roi Lion qui va s'appeler Mufasa. Oh là. Ça, c'est peut-être pressé. Citron, là, je dois... j'imagine qu'il va être en genre de CGI. Oui, c'est vraiment... Puis c'est-tu Jon Favreau qui est attaché au non, projet? c'est un autre réalisateur. Okay. J'imagine que Favreau est là comme producteur. Mais bon,
Est-ce que c'est une histoire qu'on a vraiment besoin d'être racontée? Probablement pas, mais ça va va être faire comme un vendre peu la même affaire. Ou des en tout jouets. cas, ils vont prendre une fable différente. Là. J'imagine qu'il n'y aura pas lui aussi un oncle qui veut le j'espère trahir, mais... Une suite surprise aussi annoncée du côté de Pixar, c'est Inside Out 2, sans dessous, OK. pour 2024. Donc là, on va trouver la fille, non, la fillette, le prénom m'échappe, mais l'a rendue adolescente, un peu plus vieille, ou en tout cas jeune adulte. Ça peut être intéressant, honnêtement. Parce qu'ils ont dévoilé aussi l'affiche de Elementals, qui est comme leur film à sortir un prochain, c'est Pixar. Ouais, c'est ça. 2023. C'est probablement mars ou quelque chose comme ça. Puis déjà, dans l'esthétique, là, on voit une main de feu puis une main d'eau qui se confrontent. Fait que ça rappelle aussi un petit quelque chose d'Inside Out. Peut-être que l'histoire va être complètement différente parce que c'est plus les éléments, terre, eau, feu, etc. Il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas rien, mais c'est vrai que c'est comme le même projet là, du bleu, du rouge, du vert qui se confrontent tout le temps. Donc ça va être à suivre. C'était les nouvelles du côté Disney. Sinon, m'as-tu vu passer une entrevue, en fait, avec Sean Levy, le créateur de Stranger Things, qui a comme enflammé Internet. Non, c'est quoi, il songe à mettre ça au cinéma? Ou... Non, en fait, il a dit on a toujours dans les cartons... Sean Levy? Ouais, Sean Levy, qui est un des Duffer Brothers, qui sont les créateurs, mais Sean Levy est un des producteurs. OK, mais le même Sean Levy. Ouais, de Night to Musée. Ouais, c'est ça. OK, c'est tout bon. à fait. Ouais. Qui a dit écoute, on a eu des pourparlers avec Disney, c'était Fox à l'époque, maintenant que Disney, mais qu'il y aurait un projet, un crossover de Deadpool et Stranger Things. Quoi? Et là, évidemment, les gens, quoi? Ça sort, mais ça? C'était une blague, finalement. Oui, il a comme annoncé, quelques jours plus tard, il a laissé ça aller. C'est parce qu'il travaille toujours avec Ryan Reynolds et tout, mais... Ouais, effectivement, c'était ça le gag. Écoute, ça aurait été juste impossible à faire, mais en plus, ça m'a fait bien. Tu viens impliquer que Deadpool est genre éternel, puis que donc tout ce qu'on a connu, ça se passait avant, tu sais. Donc ça serait ridicule. Alors ça aurait été complètement fou. Ou tu prends un peu le... C'était-tu Days of Future Past de X-Men? Ouais. Mais au lieu de renvoyer Wolverine, tu renvoies Deadpool, puis il se retrouve dans les années 80. Dans le Upside Down World. Enfin bref, fait que je trouvais ça très très drôle. J'aime ça quand les gens comme ça s'amusent avec les fans. Puis, oui, c'est parfait. Là. Ouais, tout à fait. Ils se font troller par les créateurs. Sinon, dans la chronique nécrologique, décès quand même d'une des grandes figures du cinéma, surtout cinéma français évidemment, Jean-Luc Godard. La nouvelle vague. Puis comme tu le disais, hors ronde, on se cachera pas qu'on a pratiquement... je pense que tu as vu aucun de ces films. Non, c'est moi, pas je notre vu tal. à bout de souffle. Je pense que je l'avais vu dans le temps de mes études au cégep. Puis effectivement, c'est ça. Je pense que j'ai pas de curiosité à le voir, mais après ma barre, c'est pas un cinéma qui m'interpelle tant que ça. Alors, je m'excuse à ceux qui le vénèrent et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance d'écouter sa filmographie. Ça fait partie des choses que je n'ai pas vues. Ouais, voilà. Mais moi aussi, j'ai pas fait d'études en cinéma, fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens, et même des fois des réalisateurs ici ou des cinéastes à qui on s'entretient, puis qui disent « oui, j'ai vu ça quand j'étais aux études en cinéma, blabla. » Puis tu sais, ça... Par devoir, ça t'ouvre l'esprit sur plein de filmographies différentes. Mais j'ai jamais été dans ce passage obligé-là. Ouais. Puis là, depuis un certain temps, je suis tout le temps dans la nouveauté. Là. J'écoute de tous les genres, j'ouvre mes horizons, mais j'ai plus de temps pour écouter des plus vieux films. Là. Je veux pas être péjoratif en disant ça, mais des films du passé. Là. Je suis toujours dans le présent et l'avenir. Non, puis c'est rare quand tu un vendredi soir avec notre blonde ou des amis, on se dit hey, on se tape-tu un Truffaut puis un Godard, on se fait doubler. Je crois que t'as une gang très passion cinéma. Et vous êtes super chanceux si ça vous arrive. Moi, j'ai juste un ou deux amis, puis c'est pas tout le monde qui est ouvert sur tout. Fait que, effectivement, tant qu'à l'écouter seul, je fais d'autres choses. Bande-annonce c'est aussi déferlante cette semaine aussi, de plein une barge puis un char, je sais plus comment ça. Je sais pas, j'ai envie des étalés, des pacer. Il y a I Wanna Dance With Somebody de Casey Lemons. C'est sur Whitney Houston, finalement, un biopic musical. On en a un par année, finalement, pratiquement. Et elle va être interprétée par Naomi Aki, que je
moi, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Non plus, j'ai vu qu'elle était de la série The End of the Beep World, The End of the Fucking World, sur Netflix. Petite série culte qui a eu quelques saisons. Donc, curieux de voir ce qu'elle va faire. Puis c'est par le scénariste de Bohemian Rhapsody, d'ailleurs. C'est ça, Anthony McCartan, qui a récolté son lot de nominations aux Oscars, des Theory of Everything, The Darkest Hour, Bohemian Rhapsody. Je dois avouer que Bohemian Rhapsody, je fais partie de ceux qui ont trouvé ça vraiment pas bon, là. Tu sais, ben, c'est pas bon comme un film de série B, là, mais plus très convenu et prévisible. Puis j'aime pas ça quand ils nous montrent comment ils ont composé une chanson, t'sais. Parce que c'est sûr que c'est pas vrai, là. Tu tapes pas un beat sur une table puis 2 minutes après ça joue à la radio, c'est un hit, là. C'est stupide de faire ça, là. Fait que bref, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais le film a l'air d'avoir une facture aussi assez classique, là, Wanna Dance, parce qu'on peut voir, là, c'est vraiment la fable classique de l'ascension de la jeune fille qui va devenir reine. J'espère qu'ils vont avoir plein de cocaïne pour... c'est ça. Mais en tout cas, je suis certaine, on va entendre tous ces hits un après l'autre, donc au moins ça va mettre de l'énergie dans la salle, ça c'est sûr, parce qu'on peut pas lui enlever à Whitney Houston quand même que ses chansons, c'est des bons vers d'oreille. Et tant qu'à parler de cocaïne, Babylon de Damien Chazelle, on en parlait depuis, je pense qu'on a parlé cet été là, quand il annonçait la distribution du film, là, c'est toutes des A-listers comme on dit. En passant pour I Wanna Dance With Somebody, on parle du 21 décembre, fait que vraiment pour la période des fêtes. Babylon, lui, va sortir puis Damien Chazelle, si vous ne vous souvenez pas, c'est... La La Land. La La Land, plus récemment, qui avait eu son lot de prix et de faux prix. Et c'est ça, Whiplash. First Man, puis Whiplash, voilà. Fait que ça va être sorti juste avant les fêtes, mais la sortie large plus début janvier probablement pour nos salles. Là. Je crois que ça va être juste en New York et LA là, pour l'éligibilité aux Oscars. Fait qu'ils sortent le plus tard possible. Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde, Samara Weaving, Tobey Maguire, une belle brochette de comédiens qui s'ensuit comme ça. On est à Hollywood, c'est pendant la transition entre les films muets puis les films parlés. Fait qu'on va suivre un mélange de personnages fictifs et d'autres réels de l'histoire du cinéma américain. Fait qu'on est comme dans la débauche, les excès. Ça commence avec Robbie puis son partenaire qui ont le nez bien blanc, à avoir des projets de grandeur. Si j'avais de l'argent, je ferais des parties tout le temps. Puis, tu sais, Brad Pitt a l'air d'avoir un cool rôle. Là, vraiment, un peu comme Once Upon a Time in Hollywood, mais moins sombre. J'ai peut-être tué ma femme. Là, un peu d'Inglourious Basterds aussi, j'ai l'impression. C'est bon, il joue avec son image, puis il a de l'air à jouer l'autodérision à souhait. C'est ça. Donc, moi, j'ai très hâte de voir ça. Ouais, c'est ça, et ça semble comme mise en scène et tout, tu sais, très excité, là, de beaucoup de la mise en scène avec beaucoup de personnages, beaucoup de gens, de l'action, du mouvement, des plans léchés. On est plus très grandiose à l'image de l'époque d'Hollywood. Mais ça semble plus rapide que lent. Et si ça peut être mon segue peut-être boiteux, The Fabelmans de Steven Spielberg, qui va être aussi un genre de lettre d'amour au cinéma, mais là, un côté plus lent, plus léché à la Spielberg, justement. Fait que ça, c'est librement inspiré de son enfance, quand il était dans l'Arizona d'après-guerre. On est entre son âge de 7 et 18 ans quand il découvre une passion pour le cinéma et des conflits qu'il y a avec sa famille. Et le personnage principal, c'est Fableman, justement, le nom de famille. Là. Il s'appelle pas Steven Spielberg, le petit. Là. C'est Michelle Williams, Paul Dano qui font ses parents. Il y a aussi un Seth Rogen qu'on voit qui a l'air dans un rôle très sérieux, la barbe rasée et tout. J'ai très, très hâte de voir ça. Et c'est Gabriel Labelle, j'imagine, qui fait le jeune principal, qui, je crois que c'est son premier rôle. Je me souviens pas de l'avoir vu nulle part. Et non, c'est quand même un sujet audacieux, prime abord, mais écoute, les échos du TIFF où il y a eu la Première mondiale ont été dithyrambiques encore là. On le place très haut là, dans les films à Oscar et tout ça. C'est toi qui me disais c'est John Williams qui fait la musique? Oui, ça va être avant-dernière collaboration avec Spielberg officiellement et avant-dernière composition. Donc, à voir. Le 23 novembre, ça, je pense, pour Fableman. Et au Québec, là, on vous en parle depuis un bout. On n'arrête pas de faire des panels et des discussions avec l'équipe de Farador.
Et ben là, le premier teaser là, d'à peu près 50 secondes, 1 minute est enfin disponible. Et sur les réseaux sociaux, il va être aussi devant certains films. Je pense qu'il va être devant Niagara en fin de semaine. Fait que c'est de Édouard Tremblay, lui qui avait créé le court-métrage devenu viral il y a 15 ans. Fait que, au générique, Éric Kaboulian, Lucien Ratio, Benoît Drouin-Germain et Catherine Brunet, qui est probablement peut-être la plus connue du lot. Mais casting bien réussi. C'est sûr que je pense que le but de la bande-annonce, c'est juste qu'on comprenne que c'est pas un film de médiéval, c'est pas Le Seigneur des Anneaux. Là. On suit des gens qui se sont pas émancipés hors de leur cercle d'intérêt du secondaire, qui sont un peu coincés ensemble puis qui continuent à jouer à Donjons Dragons alors que le monde continue, disons, un peu d'avancer autour d'eux puis qu'eux, ils restent. Ils sont des héros dans leur jeu, mais dans la vraie vie, ils sont un peu losers dans leur sous-sol. Fait que le film veut pas se moquer de ceux qui jouent au Donjons Dragons, c'est vraiment pas ça, mais voilà. Parfait. Moi, je vais juste revenir sur une dernière bande-annonce qui a causé quand même beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux. Encore la suite à l'Expo Disney. Évidemment, on a dévoilé La Petite Sirène de Little Mermaid, version 2023, parce que ça va sortir l'an prochain. Quand même de Rob Marshall. Mai, je pense. Oui, 26 mai. Donc le Memorial Weekend américain. Donc Rob Marshall qui avait réalisé Chicago, donc Into the Woods aussi, un habitué de comédie musicale. Écoute, la bande-annonce a fracassé des records de vues, mais évidemment... C'est un teaser, là, c'est genre 1 minute. Là, c'est ça. Mais on voit quand même juste les décors visuels en dessous de l'eau, on voit à quel point que ça va être très bien travaillé. Je pense que visuellement, ça va être intéressant. Mais évidemment, la controverse tourne autour de la comédienne Halle Bailey, qui est afro-américaine. Et là, évidemment, ça froisse certaines personnes, que la petite sirène soit noire et non blanche. Du gros n'importe quoi. Mais oui, ça arrive encore. Moi, j'ai vu passer, c'est vrai, là, le casting a été annoncé il y a genre 2 ans ou 3 ans. Là, puis le monde le voit, puis c'est choquant. Puis c'est sûr, j'ai vu aussi des sites où tout le monde réagissait positivement à tout ça, voilà. Fait qu'il y a du bien là, sur la Terre, là, mais c'est comme, comment on a. Puis j'avais vu des mimes aussi que dans l'adaptation, souvent entre les Disney en animation puis en humain, c'est tous des Blancs qui reprennent des personnages étrangers, des Portugais, des Roumains, des choses comme ça. Puis là, pour une fois que c'était un personnage blanc qui est repris par une Afro-Américaine, là, c'est le scandale. Alors, c'est complètement ridicule. Mais oui, effectivement, dans les choses positives, sur Internet, on peut voir dans les vidéos qui trendent, qui sont populaires, évidemment, c'est souvent les mères qui dévoient la bande-annonce à leur petite fille afro-américaine. Des reactions vidéo. C'est ça. Et eux sont émus, ils sont en pleurs, ils sont joyeux de voir finalement qu'ils sont représentés au grand écran dans un rôle iconique comme ça. Donc, très positif tout ça aussi. Mais honnêtement... j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner visuellement, mais je pense que ça va être très spectaculaire. Ouais, moi, j'ai l'impression que le monde qui chiale, ben là, c'est peut-être pas les meilleures personnes au monde, mais c'est pas ceux qui vont aller voir le film non plus. Là. Puis je sais pas, là, des messieurs de 45 ans fâchés, puis c'est comme... je sais pas, là. Le pire, je pense qu'il y en a là-dedans qui vont quand même aller le voir. Ben, certain. J'espère que Mufasa va être blanc, en tout cas, quand ils vont le refaire. Alors, attaquons les sorties de la semaine. Une offre très variée, un peu de tout pour tout le monde. On va débuter avec notre grosse sortie québécoise, Niagara de Guillaume Lambert. Oui, attendu depuis un certain temps. Ça fait... Je pense que Guillaume Lambert a eu une aura très positive suite au succès de la série Like Moi, qu'on l'a découvert là-dedans. Un humour... pas unique, mais quand même que son style humoristique, si on veut. Et ça va transparaître dans le film, donc écrit et scénarisé par Guillaume Lambert. On a au générique François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jodoin, qui jouent 3 frères, leur père joué par Marcel Sabourin. Et sur leur périple vont croiser Véronique Dicker, Catherine Levac, une ribambelle, Marie Ekel, je sais même plus tous noter, Ariel Charret, que j'aime bien, la fille de Elle fait du lip-sync. Fait que ces 3 frères, c'est ça, dans la cinquantaine, qui vont être obligés de, disons, reprendre contact, vivre chacun dans leur ville, un à Québec, un à Montréal et un à Oshawa.
Puis leur père décède malheureusement d'un Ice Bucket Challenge. Fait qu'ils sont obligés de se réunir et ça fait une forme de genre de road trip ou un peu à la des trois petits cochons, là. Pas le film mais le récit. Là, c'est comme un qui part puis qui amène l'autre. Sauf que là, c'est pas une question de maison solide. Là. C'est François, il part de Québec, va chercher son frère Éric. Ben là, j'ai oublié le nom des personnages. Là. Alain qui va chercher Louis... Léo Louis. Léo, oui. Qui, le dernier, je me souviens plus, Antoine, je pense, je suis plus certain, c'est le nom de Guy Jourdouin. Moi non plus, je m'en rappelle. Victor, je pense. Ouais. En tout cas, bref. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on a dans le film? Ben, c'est quand même une genre de crise de la cinquantaine. On suit plus le personnage de François Pérusse, que c'est probablement la pire semaine de sa vie où tous les malheurs arrivent. Puis comment il va se sortir de ça un peu, c'est... Cette réunion familiale-là, un peu tendue. C'est pas des frères qui saillissent, c'est juste qu'ils sont un peu... partagés en commun, ouais, finalement. c'est ça. Fait que c'est un peu vivons chacun notre vie. Tu comprends que même dans les derniers parties de Noël, il en manquait tout le temps. Un des trois, il était jamais tout là. Puis, ouais. Donc, comédie dramatique, mais pas très lourd quand même, très accessible. On a le sourire une bonne partie du film, honnêtement. Tu le mentionnais, Guillaume Lambert a vraiment... sa couleur, sa palette à lui, des dialogues très punchés, très drôles. Moi, je dois avouer que mes deux coups de cœur sont Éric Bernier, que je redécouvre dans ce film-là, à quel point il y a une aisance, désinvolture pour jouer la comédie. Ouais. Il est très drôle. Et Véronique Dicker, qui joue elle-même, finalement, une franco-ontarienne. Ouais. Et elle le fait très, très bien. Donc, non, les personnages sont vraiment attachants. Et ce qui fait que c'est un bon divertissement. Honnêtement, vous allez passer un bon moment. Oui, c'est ça. On est beaucoup plus dans la comédie la première moitié. Évidemment, après, il faut résoudre certains arcs narratifs. Fait qu'il y a un petit peu plus de drame. Pas de mélodrame, vraiment pas. La passe, effectivement, avec Véronique Dicker, dans le fond, là, c'est le personnage de François Pérusse et de Guy Bernier qui se retrouvent à croiser Véronique Dicker et Catherine Levac, qui sont mère-fille dans le film. Très sympathique, ce bout-là, là, un peu avant de rejoindre leur autre frère. Je pense qu'on a discuté justement avec Guillaume Lambert, là, comme souvent les films québécois. On va avoir un épisode spécial sur Niagara où on a discuté avec Guillaume et François du film. Ouais. Puis il nous parlait du casting de Véronique, puis aussi de son tournage. Là. Il y a beaucoup des événements, dans sa manière de tourner, là, des événements heureux. Il tourne plus... Il croit pas, si je me souviens bien, là, c'est qu'il croit pas en la pratique, fait que c'est plus on le fait one shot, mais il faut que ça tourne, puis souvent cette énergie-là est plus naturelle que de devoir recréer le rire ou des choses comme ça. Genre. Fait que super intéressant là-dessus. Puis, un peu comme toi, j'ai vraiment passé un bon moment dans ce film-là. J'avais quand même pas mal d'attentes. Je n'avais pas vu les scènes fortuites. Pour ma part, mais je sais que c'était un processus d'écriture complètement différent. Oui, il y a un côté un peu plus expérimental, petit budget, là, qui est très correct aussi. Là. Mais fait qu'ici, j'avais de bonnes attentes et moi, elles ont été comblées. Oui, moi aussi, tout à fait. Vraiment, ça, c'est pas un grand film, là, c'est pas grandiose, mais je pense que c'est un beau film d'automne à voir, honnêtement. On se casse pas la tête, puis comme je dis, on a le sourire. Puis les comédiens sont parfaits. Guillaume Lambert aussi, très drôle dans le petit rôle qu'il s'est donné dans le film aussi. Effectivement. Ouais. Puis quand on parle de comédie aussi, c'est pas une comédie comme des films d'Émile Godreau là, de Père en flic ou des bons cops, bad cops. Les blagues sont un peu plus naturelles. C'est-à-dire que je trouve on va rire de la réaction, de la manière que la personne agit, d'une situation réelle que quand tu la vis peut être dramatique, mais derrière un écran ou avec du recul, on dit souvent que la différence entre le drame et la comédie, c'est le temps. Là. Ça prend juste du temps avant qu'un drame devienne une comédie. Une situation là, de la vie. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pas de l'humour burlesque, c'est pas des gens qui cafouillent ou qui punchent dans le film ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste la situation fait que quelque chose est drôle. T'sais. C'est ça, il y a des situations un peu absurdes, puis en même temps, ces personnages-là sont tellement colorés qui sont juste drôles à voir comme ça. C'est ça, les interactions humaines de leurs personnages, la cohabitation fait que les choses sont drôles. Et François Pérusse se débrouille très bien dans le film. Je pense que il connaissait ses limites. Guillaume connaissait ses limites quand il écrit le film pour lui. Fait que on lui demande pas de pleurer à l'écran puis de jouer comme tout. Il joue quelqu'un qui est juste un peu maussade, si on veut.
puis c'est une face, en entrevue, François nous le disait, moi, si je me force pas pour sourire, j'ai l'air bête, mais je suis pas bête, je suis juste, ma face normale est de même, fait que ça passe super bien dans le personnage ici. Je pense pas qu'il va se lancer en grande carrière d'acteur puis il se met à jouer dans tous les rôles. Là. Je pense que c'était un trip que... une fois, ça marchait bien, puis c'est ça, là, d'après moi. Ou Guillaume va le caster à jamais dans des petits rôles dans ses films pour toujours, ça se peut. Il a l'air d'avoir vraiment une amitié qui est née de leur collaboration. Donc, Niagara à découvrir. Restons un peu dans la comédie, un peu, un film plus léger. See How They Run de Tom George. Ouais, au Québec, il s'appelle Coup de théâtre. Cela dit, il n'y a pas de version française, fait que c'est sous-titré français. À la grandeur de la province, ça, ouais? Ouais, c'est ça. Fait que je crois pas qu'il est sur tous les écrans, là, justement, un petit peu moins distribué. C'est un Fox Searchlight, ça, il me semble. Ouais. Fait que c'est là, comme la bannière... sexy de Fox et maintenant de Disney, là, des films un petit peu plus artistiques. Souvent, ils arrivent à gagner des prix avec ce genre de film. Ouais. Coup de théâtre, eh bien, c'est un whodunit, donc une comédie policière. Un peu plus récemment, on avait les Knives Out et ça peut penser aussi à ceux de Hercule Poirot. Là. Il est moins comique, là, mais ce genre d'enquête avec un super inspecteur. Tom George, le réalisateur, n'a pas fait grand-chose à date. C'est son premier gros film. Mais c'est tout louable à lui. Un scénario de Mark Chappell que j'avais écouté, moi, la série Flaked avec Will Arnett, que c'était lui qui avait écrit ça aussi, très sympathique. Fait que bref, c'est pas des gros noms à date là-dessus. Cela dit, au générique, c'est Sam Rockwell qui joue notre enquêteur, Saoirse Ronan qui est comme son apprenti, puis on a aussi, j'ai noté Adrian Brody, Harris Dickinson qu'on commence à voir partout et que j'apprécie vraiment beaucoup comme jeune acteur. Les autres, c'était des visages que je connaissais moins, là, je les ai pas notés, mais peut-être vous les connaissez tous. On est dans le West End du Londres des années 1950, puis il y a des plans pour faire une version cinématographique d'une pièce de théâtre à succès qui, elle, vient d'un roman d'Agatha Christie. Sauf que là, toute cette chaîne à saucisses-là, si on veut, s'arrête brusquement parce qu'il y a un des membres essentiels, si on veut, de l'équipe qui est assassiné au théâtre. Effectivement. Et là, on doit démasquer le coupable. Moi, je dois avouer que j'aime bien ce genre-là habituellement. Quand c'est bien fait, moi, je trouve ça toujours très satisfaisant, ces whodunits-là. Et le casting est vraiment très bien. J'adore Sam Rockwell. Je l'aurais pensé quand même un acteur assez excentrique dans l'approche de ses rôles. Je l'ai trouvé quand même un peu plus... avec une certaine retenue. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas détesté ça. Mais vraiment, pour moi, la vedette, c'est Saoirse Ronan, que j'ai vraiment adoré comme agente policière... trop enthousiaste. Ouais, c'est ça, une recrue, une verte recrue super zélée. Fait que le film repose quand même sur la chimie entre ces deux protagonistes-là. Ouais. Fait que c'est comme on a dit, la jeune zélée qui parle trop puis qui veut bien faire, mais qui saute trop vite aux conclusions tout le temps. Puis lui qui est plus le vétéran un peu bourru, limite alcoolo, là, sans être lourd dans le récit, mais tu comprends que... Il y a d'autres préoccupations personnelles que ça, mais c'est quand même un fin enquêteur. Ce que j'aime bien, la mise en scène est dynamique, sans être trop m'as-tu vu, je vais faire des affaires flashy, mais des fois, l'écran est séparé en deux, on va voir deux personnes en même temps agir ou deux angles de vue différents d'une séquence. C'est pas non plus un huis clos comme les Poirot. Fait que au début, oui, on est dans le théâtre, mais après, on laisse les gens sortir, puis il faut que l'enquête continue. Fait qu'on retourne interroger les gens. Le film est très méta parce que, comme on l'a dit, puisque l'histoire, c'est un roman qui est adapté au théâtre, qui va être adapté au cinéma, mais ça nous est présenté dans un film, fait que des fois, il y a comme des codes qui vont dire « Voyons, on n'est pas pour... » Puis le film qu'ils vont faire, c'est un whodunit, c'est une pièce de théâtre et un roman de un huis clos, quelqu'un est assassiné, on se demande qui est là, fait que ce qui se passe dans leur histoire et ce qui se passe dans notre histoire, finalement. Fait que le film joue intelligemment avec ça. Oui. Il est un peu clever, là, comme on dit, un peu sournois ou malin, mais sans se passer plus brillant qu'un autre. Non, tout à fait. Ça se prend pas au sérieux, bien que le ton est sérieux quand même. Mais moi aussi, je trouvais très dynamique, très rythmé, un montage bien soutenu. Puis justement, c'est d'amour au cinéma. Et j'étais comme curieux parce qu'un des personnages...
dans le film, qui joue aussi dans la pièce de théâtre, c'est Richard Attenborough, qui est un vrai comédien. Ouais, lui qui est joué par Harris Dickinson. Oui, et que toi va peut-être... Mais le nom me disait quelque chose. C'est le scientifique Richard Hammond dans Jurassic Park. Ah, qui était dans ses derniers rôles. Oui. Et évidemment, qui avait joué le Père Noël dans Miracle sur la 34e rue, le vieux classique de l'époque. Et j'étais curieux pourquoi qu'ils ont utilisé quand même Richard Attenborough, qui est un vrai comédien, là, mais que là, on lui donne comme un rôle fictif. Mais en fouillant un peu sur la pièce de théâtre donc de Mousetrap qu'il joue à l'écran, c'était vraiment lui qui a ouvert cette pièce-là. Donc, il était comédien avec sa femme aussi, qui est un personnage dans le film. Mm-hmm. Alors, tous les deux faisaient partie de la première distribution de la pièce. Ça vient-tu d'un vrai livre d'Agatha Christie? Ça vient d'une nouvelle, en fait, qui est inspirée d'une vraie histoire comme on l'apprend dans le film. Je ne veux pas aller trop loin. Et tout comme dans le film, il y a une espèce de sous-intrigue parce que Agatha Christie veut pas qu'il y ait une adaptation tant que la pièce joue sur les planches, finalement. Il y a tout ce débat-là. Et c'était vraiment une exigence aussi d'Agatha Christie de ne jamais publier la nouvelle tant que la pièce était jouée. Et à ce jour, elle n'a pas été publiée parce que ça joue encore. Ça n'a jamais arrêté de jouer depuis 1952. C'est hallucinant. Donc, c'est la pièce qui détient le record pour le plus de nombre de représentations d'années successives. On parle de 30 000 représentations. C'est hallucinant. Il y a eu une pause entre le mars 2020 et mai 2021 à cause de la COVID. Donc, juste depuis son ouverture jusqu'au 16 mars 2020, ça avait toujours... Mais c'est fascinant parce que ça prend une dimension encore plus excitante, le fait de savoir que tout ça est un peu vrai. Donc, le film a créé une fiction autour du réel. Mais des fois, je me demande pourquoi est-ce que ils mettent pas ça, tu sais, en fun fact à la fin plus du film ou quelque chose. Ouais. Moi, je trouve que ça fait partie un peu de la promotion de savoir tout ça. Sinon, tu penses, c'est juste du monde qui a écrit un scénario, ils ont tout inventé, bonne journée. Non, il y a vraiment un travail de recherche derrière. Il y a une couche de plus à ce que je n'ai Vraiment. Et donc, je pense que ça me l'a fait apprécier encore plus sous un nouvel angle. C'est How They Run, honnêtement. Ouais, puis tout le monde dans le film est des Anglais ou... il me semble que Saoirse est irlandaise, là, mais en tout cas, on a l'accent britannique assez facile. Mais le bon Sam Rockwell, lui, c'est un Américain. Mm-hmm. Lui, il a vraiment travaillé son accent à ce moment-là. Puis je pense que j'avais entendu là, que c'était quelque chose qui le stressait quand même. Je crois de mémoire qu'il n'avait pas fait ça encore dans sa carrière. Mm-hmm. Qu'il a pris ça très au sérieux. Puis on n'est pas anglais non plus, mais ça passe très bien. Oui, tout à fait. Puis ils sont pas allés non plus dans le super lourdeau... que je ferai pas d'imitation, là, mais c'est extra, on se moque des Anglais et tout, là. Je pense que c'est un anglais britannique de base, maintenant. Ouais, c'est ça. Alors que l'accent de Ronan, son accent plus irlandais, paraissait plus à l'écran, mais moi je trouve ça très charmant. Allons dans un tout autre registre, mais restons dans l'historique avec The Woman King de Gina Prince Bythewood. By the Wood. Ouais, c'est ça. By the Wood, en fait. C'est pas mal ça, moi, un mot. La femme roi au Québec. Gina Prince nous avait offert The Old Guard sur une populaire plateforme de films en streaming. Mm-hmm. Au scénario, c'est Dana Stevens qui a fait surtout quand même des films romantiques au tournant des années 2000. Elle avait fait une série télé aussi par la suite, pris une petite pause, fait que c'est surprenant de la voir revenir. Mais c'est au générique, à la distribution que le film prend sa force. Viola Davis, qui est lauréate aux Oscars, j'ai gagné un Oscar, il me semble. Tuso Mdebouk, elle, c'est son premier rôle, mais c'est quasiment la personnage principale, ou en tout cas avec Viola Davis. Lashana Lynch, qu'on a vu dans le dernier James Bond, sinon Sheila Hatim et John Boyega. Mm-hmm. Boyega, excuse, je pense que mon autocorrect est passé là-dessus. Le film des nouveaux Star Wars. Voilà. On est dans les années 1800. Début 1800? 1824. Là, okay. Au premier quart. Ouais. Dans le village de Dahomey, sous la gouverne du roi Gezo, qui est joué par le bon John, qui mène une lutte acharnée contre les colons européens. Et
les tribus ennemies et l'esclavagisme, finalement. Fait que le village, lui, va être défendu par les redoutables femmes guerrières sous les ordres de leur général, Naniska, joué par Viola Davis. Fait que nous, dans le récit, on va suivre beaucoup, ça va nous aider, c'est la jeune Tuso Mbedu qui va être comme une novice, fait qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne, dans le fond, leur rituel, puis la formation, puis la vie au sein du clan de ces femmes guerrières amazones. Donc, le film tire vraiment son intérêt et je pense sa puissance des comédiennes qui sont vraiment tous très bonnes, dont Tuso Mbedu qui crève l'écran, honnêtement. Elle s'est fait connaître dans Underground Railroad, une petite mini-série super intéressante sur l'esclavagisme américain. Elle est une comédienne d'Afrique du Sud, vraiment africaine, donc vraiment très fascinante à voir. Les autres comédiennes, Viola Davis, plus besoin de présentation, toujours très bonne, mais en même temps, c'est un contre-emploi où elle joue une guerrière, un rôle très physique. Oui. Mais très efficace. Ceci dit, moi, le seul bémol que je peux donner à Woman King, puis je préfère le dire tout de suite, c'est que c'est un peu un film qui essaie un peu trop, puis qui, on dirait qu'il serait sorti à une autre époque. Sort le film il y a 20 ans, puis ça ferait un gros wow, parce que c'est dans la table de Braveheart, Gladiator, tout ça, on s'inspire de ces films-là historiques, je veux, inspirants, mais on dirait qu'aujourd'hui, en 2022, ça va comme pas au-delà d'un peu des clichés du genre ou de ce côté très classique de l'histoire, parce qu'on mêle toutes sortes de revirements, mais qui se devinent aisément. Et j'aurais aimé ça que ça aille un peu plus loin sur la forme qu'un bon plat bien réchauffé. Là. Mais parce qu'au-delà de ça, au côté technique, rien à redire. Les décors, les chorégraphies de bataille, le son, tout ça, ça passe bien, mais au niveau de l'histoire, je pense que ça aurait gagné à travailler un petit peu plus. C'est ça. C'est un peu les deux revers de la médaille. C'est qu'il y a beaucoup de différentes trames narratives, de plots au fil du récit. Genre de love interest, l'exportation, comment l'autonomie et la suffisance de ce village-là, des relations passées et troubles entre certains personnages de l'histoire, etc. Fait que ça nous permet de voir beaucoup puis de comprendre largement, mais en même temps, des fois, on ne sait plus trop où est-ce qu'on veut s'aligner exactement. C'est quoi la trame principale du récit, si on veut. Oui, puis le message que je veux, c'est très inspirant ou de empowerment. Ouais, c'est ça, puis de parler de problème d'esclavagisme de l'époque, je trouve, un peu de son efficacité, alors que ça reste quand même un peu superficiel. C'est ça, il est un peu trop dilué dans tous les autres thèmes, si on veut. Ouais, qui viennent... c'est ça. Cela dit, on va voir le film aussi pour les scènes de bataille, qui sont, très convaincantes. C'est intéressant aussi, il y a des scènes de bataille de jour. On comprend quand même, le village, il y a aussi des hommes, là, fait qu'ils travaillent quand même un peu ensemble. Mais les femmes se battent aux grosses machettes bien décorées, personnalisées. Je me demandais au début, on dirait que ça commence quand même avec une scène de bataille, puis il n'y a pas vraiment de sang. Fait que je pensais qu'il avait fait le traitement 0 sang dans les morts, mais non, il s'est mis à en avoir un petit peu éventuellement et tout. Là. Ici, il est quand même 13 ans et plus violence, fait qu'il doit être aussi PG-13, j'imagine. Je pense pas R-rated, sûrement PG-13 aux États. Fait que ça, c'est bien fait. C'est sûr qu'il y a le film dure 2h15, fait que c'est pas 2h15 d'action, comme on disait un peu la Gladiator ou Braveheart, t'as de la discussion, de la politique, tu comprends les enjeux de pouvoir, le roi a des conseillères différentes, fait qui essaie de prendre sa place sur certaines problématiques. Et comme tout, souvent, film historique comme ça, on le vend beaucoup comme une vraie histoire, c'est des faits réels, mais prenez ça avec un petit grain de sel. Il y a des libertés qui ont été prises. Beaucoup de libertés, évidemment, cette armée-là de femmes existait. Je veux dire, ça a été répertorié par plein d'écrits, tout ça. Mais au-delà de ça, tout le reste assez fictif, dont les personnages aussi n'ont jamais existé, mis à part le roi. Fait que voilà. Fait que si vous voulez une leçon d'histoire, il faut prendre ça avec un petit peu de grain de sel. Si vous voulez un beau film quand même, avec des paysages assez intéressants, et je vous laisser plonger dans une histoire quand même atypique, avec, comme on dit, quand même avec une bonne représentation féminine, afro-américaine en plus, ou en tout cas africaine et tout ça. Donc, pour ça, bravo. Je suis pour ça, puis c'est bien que ça existe. Comme je dis, je reviens encore, ce serait juste le fun que, c'est pas pour être méchant à critiquer, mais
que ça allait être des fois un peu au-delà de quelque chose qui est un peu standard. Disons juste ça comme ça. Mais et l'argent est à l'écran. C'est un film qui a coûté une 50aine de millions de dollars, puis c'est pas du CGI puis des vaisseaux spatiaux. Là. C'est qu'il y a du monde dans la bataille. Tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de figurants et de troisième rôle. Les costumes, les décors, les props, les objets et tout. Fait que c'est une bonne mise en scène pour ça. Tout à fait. Dans une réalisation qui est plus classique, là, qui est pas tape à l'œil. Mais c'est vrai, tu me rappelles, c'est le parallèle avec Braveheart, mais il me semble aussi que dans Cœur Vaillant, le personnage de j'oublie son nom, là, mais que Mel Gibson interprète. Wallace. Ouais, c'est ça que lui aussi, c'est pas exactement ce qu'il s'est pensé, voire pas du tout. Ou qu'il le présente comme un super good guy, mais finalement, lui aussi, il violait son lot de femmes. Ouais, puis tu sais, il amenait un espèce de concept de liberté qui n'existait pas à ce moment-là. Fait que c'était comme écrit avec les yeux de nos jours, la modernité, mais dans un contexte médiéval comme ça, c'était pas ça du tout. Ça, c'est les défauts des films historiques d'Hollywood. Voilà. Ouais, et puis tu sais, on vous surprendra pas, tu sais, tout le monde parle anglais dans ce film-là, mais avec un accent cassé, ça va. Là. Je comprends, Mané, que tu mets 50 millions puis tu veux qu'il en fasse 115 aux États-Unis, fait qu'il faut que ça parle en anglais. Là. Ouais. Voilà, tu sais. Nous non plus, on fait pas des films avec autant d'envergure, mais tu sais, on financerait pas au Québec un film à 8 millions que tout qui se passe en Espagne puis que tout le monde parle espagnol. On va dire, il va faire une coproduction puis il va le faire ailleurs, finalement, ton film. Fait. Il y a juste Gibson qui était assez fou avec sa passion du Christ pour faire un film en araméen. Apocalypto aussi, il était tout en maya. Là, sinon, tombons dans le film... Non, oui, c'est ça. C'est ça, le film d'horreur de la semaine, parce qu'on sait qu'avec l'Halloween qui approche, on va avoir pratiquement quasiment un par semaine. Donc, Pearl... Une belle surprise qui avait été annoncée, comme vous le disiez, d'entrée de jeu au printemps dernier. Un épisode qui se déroule avant X, mais dans le même univers. On n'en parlera pas trop pour spoiler peut-être un petit peu, mais en tout cas, on retrouve un personnage de X dans sa jeunesse. Voilà. Joué par Mia Goth, donc de Ty West. Ouais, en fait, on joue l'espèce de grand-mère. Fait qu'on n'est pas 15 minutes avant X, là. On est à peu près 50 ans, peut-être. Ouais, 1918, alors que l'autre, c'est 1979. OK, fait que 60 ans? Ouais. C'est ça ce qu'on est. Bon. Fait qu'on va suivre Pearl, qui est jouée par Mia Goth. Comme on disait, c'est le projet, elle joue plusieurs personnages, mais comme ça, elle joue dans tous ces films de cette trilogie-là. Elle vit sur la ferme familiale avec sa mère très autoritaire et contrôlante, puis son père handicapé, qui ça a l'air d'être comme un AVC ou quelque chose comme ça. Là. Invalide, en tout cas. Voilà, qui ne parle pas, qu'il faut nourrir et changer et laver, c'est tout. Puis c'est la même fermette qu'on va voir dans X à ce moment-là. Puis son mari, lui, il est parti à la guerre, c'est à la Première Guerre mondiale. Puis on sait pas vraiment s'il est en vie ou mort. Il a envoyé quelques lettres, mais là, elle n'a plus de nouvelles. Mais on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tu sais pas s'il est vivant, mais on vient pas te dire qu'il est mort. Fait que ça va être pas si pire que ça. Puis elle, c'est qu'elle rêve de devenir une star de cinéma et de pouvoir s'émanciper dans ses rêves, finalement. Fait que c'est ça la trame. Je peux juste dire rapidement, X, comme on dit, on a aimé slasher comédie, c'est pas le même genre. Moi, j'ai vraiment adoré ce film-là. J'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un, Ty West, qui semble, qui visiblement met beaucoup d'efforts sur la recherche de son film, puis dans la mise en scène. Fait qu'il se trouve des films hommages, une espèce d'idéologie, tu sais, alors que dans X, on repensait à Vendredi 13, des choses comme ça. Là, je trouve qu'on est plus dans peut-être du Hitchcock, dans la coloration, dans la manière que Pearl va comme parler aux animaux pour dire ses sentiments. Ça me rappelle des comédies musicales. Les premiers films couleurs, peut-être, à ce moment-là. Il n'y a pas de chanson, c'est pas une comédie musicale. Mais je te passe non, effectivement, l'esthétisme rappelle les films Technicolor, rappelle beaucoup Hitchcock, par le lettrage du générique, par la musique de Bernard Herrmann, évidemment beaucoup de références à Psycho, donc on est plus dans le thriller psychologique que le slasher film de X. Et c'est vraiment une descente aux enfers du personnage de Pearl. Donc on voit qu'elle est déjà weirdo, mais elle va pogner un point de cassure. C'est ça. Elle cache pas beaucoup de ressentiment, de violence en elle qui va éclater au grand jour. Fait que pour ceux qui ont adoré X, attendez-vous, comme on dit, à un autre rythme. C'est beaucoup plus lent, mais je pense tout aussi jouissif. Ceux qui n'ont pas vu X,
c'est quand même très accessible. Vous pouvez aller voir Pearl sans avoir vu l'autre. Peut-être que ça va me donner un autre regard après ça, de le voir dans le désordre comme que nous, on l'a vu, qu'on l'a connu. Mais vraiment, bravo à Ti West de créer un univers qui est singulier, intéressant, mais comme tu l'as dit, très bien travaillé au niveau visuel, de ses cadrages, du rythme, du montage. Il y a vraiment un beau travail de fond là, que j'adore. Puis, quand même, un très gros monologue à la fin vers la fin de Miyagot. 7-8 minutes. Oui, exactement, elle, c'est ça. Très émotif et tout, super intéressant, qui vient... Si des fois, dans le film, on trouve qu'il y a des choses qui sont pas trop expliquées, on dirait que c'est comme ça qui va... Qui est très puissant et qui va nouer peut-être le 60 ans qu'on peut laisser penser entre les deux films. Puis... je sais plus où j'allais exactement avec ça, mais je pense que c'est ce que j'allais dire là, que j'ai très hâte de voir Maxine finalement parce que j'aime beaucoup l'esthétique, puis le fait que l'autre va le travailler dans les années 80, bon, c'est très à la mode depuis quelques années de faire les années 80, mais je pense que justement il va en être conscient, puis il ira pas faire comme Stranger Things, il va trouver sa touche à lui selon le genre de film que Maxine va faire. Je sais pas si elle va rester dans le porno ou si elle va aller ailleurs. Il va s'inspirer de cette affaire-là. On va être peut-être plus... Je sais pas s'il va être dans le style VHS ou le style 70 mm, 16 mm même, je sais plus. D'après la mini-bande-annonce, ça faisait très VHS là, avec les lignes, tout ça. Donc, très curieux de voir ça, mais en tout cas, bravo encore. Pour Pearl, si vous aimez les films d'horreur plus audacieux, un peu moins c'est pas aussi artsy que Midsommar peut avoir l'air. Là. Ça reste quand même assez accessible. Ça dure comme 1h40 et tout. Mais c'est pas du Scream non plus. Non, c'est ça, voilà. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que tu as parlé de l'idée de les écouter à l'envers, mais je pense que c'est pas un problème parce que comme il se passe tellement de temps entre les deux films, c'est un peu comme, je sais pas, tu sais, aller voir la nonne alors que t'as pas vu Insidieux ou je sais plus c'est quoi. La Conjuration, mais tu sais, c'est le même univers, mais il se passe tellement d'affaires. Tu peux écouter La Conjuration 2 sans avoir vu le 1, c'est pas grave. Tu sais, si t'écoutes Annabelle 2, peut-être sans avoir vu le 1, là, tu vas trouver ça bizarre, mais... Fait que bref, je pense qu'ils peuvent être vus un sans l'autre. Puis comme le style est différent, ben quasiment si vous aimez pas un, essayez quand même l'autre. Ça c'est super intéressant. Tout à fait. Il y a quand même, ça c'est les 4-5 films qu'on a eu le temps de voir cette semaine, mais il y en a d'autres. Il y a le drame Ténor de Claude Zidi Jr., en fait, que j'ai eu le temps de voir moi-même. Mais là, je vais en parler un petit peu plus vite. C'est quand même une trame aussi assez classique. Un jeune homme de famille modeste, lui vit avec son frère. Leur père a disparu, sa mère est juste à distance pour prendre des nouvelles d'eux autres. Il fait des rap battles le soir. Il étudie en comptabilité aussi pour juste essayer de mener une bonne vie. Son frère fait des combats clandestins pour ramasser de l'argent entre-temps. Mais là, un jour, par une livraison de sushi, il est comme... c'est une dame, une professeure de chant classique qui voit un certain talent en lui, puis qui va dire non, il faut que tu viennes étudier, je vais pousser pour toi. Fait que là, il se retrouve tiraillé entre wow, je pensais jamais faire ça de ma vie, mais là, il paraît que j'ai du talent pour ça. Et donc, on tombe un peu dans quand même le mensonge puis le clivage entre les deux, entre ta famille, de cacher ça, l'autre, tu caches d'où tu viens, etc. Cela dit, j'ai très bien apprécié, là, ça va pas rien réinventer. Je trouvais que, c'est sûr parce qu'il y a une grosse relation de la musique classique, fait que la fin est quand même très touchante. J'ai eu une petite larme à l'œil, mais la puissance musicale force ça, si on veut, avec les bons sentiments et tout. Ouais. Tu avais évoqué un peu la famille Bélier aussi, tu vois, un peu comme c'est ça. C'est un côté-là, parce que de la musique, le monde ne sont pas d'accord, mais tu vas amener, ça finit par émouvoir les gens. Il y a, où ça rappelle un peu Haute Couture qu'on a eu il y a quelques temps, surtout que les deux comédiens, la comédienne, c'est Michel Larocque. Dans Haute Couture, on avait Isabelle Huppert, fait que c'est comme une actrice de renom avec une jeune acteur ou actrice. Ici, c'est MB14. J'ai oublié de faire des recherches, mais lui, c'est comme quelqu'un qui a fait genre The Voice ou une affaire de même. C'est la voix, mais en France, c'est The Voice, hein, excusez. Fait que c'est un rappeur et tout. Il fait souvent des beatbox, des affaires comme ça, mais j'ai pas pris le temps de chercher sur... je pense pas que c'est un vrai chanteur classique, mais visiblement, il a fallu qu'il s'entraîne pour ça. Là. Je crois que c'est lui qui chante pour vrai. En tout cas, quand ils font des exercices, des choses comme ça, la tune finale, je ne sais pas. Mais bref, Ténor dans une formule, un drame plus classique. Puis j'ai parlé d'entraînement, là, ça m'a sorti de l'idée tantôt. Je reviens sur La Femme Roi. Là. On dit oui qu'elles sont entraînées beaucoup physiquement, mais c'était...
5 heures d'entraînement par jour pendant plusieurs mois. Puis l'entraînement, il y avait au moins 1h30 de cardio puis de biscotto, mais après des combats, diverses sortes de combats martiaux pour mettre ça en scène. Puis la réalisatrice s'entraînait avec elle. C'est pour une forme d'unité, là, au lieu de juste dire entraînez-vous puis viendrez. T'es comme non, on le fait ensemble, on travaille ensemble. Surtout que ça a dû être quand même des conditions de tournage difficiles où il fait chaud et tout. Faire part de l'équipe. Puis au moment de l'entraînement et du tournage, Viola Davis avait genre 56 ans. Puis quand elle faisait son cardio, là, genre... clenchait tout le monde? Ouais, non, elle clenchait pas tout le monde, mais elle avait peur de faire une crise cardiaque. Elle dit, c'est pas vrai, je vais mourir en faisant ça. Puis tout, puis devenu full en shape. Puis voilà. Ouais, fait que je me suis égaré. J'avais juste oublié de dire ça tantôt. Il y a le documentaire de la semaine. Cette semaine, c'est Fuir de Carole Lagagnière, qui est une vétérane du documentaire au Québec. Alors qu'on parlait de Je vous salue salope et de l'agression et de la misogynie en ligne et des menaces envers les femmes, ici dans Fuir, on n'est pas si loin dans la thématique. C'est qu'on va être dans une maison de femmes victimes de violences conjugales. Fait que c'est des résidentes qui sont vraiment brisées par leur expérience puis qui vont partager leur vécu avec des intervenantes qui vont les aider à se reconstruire, et on va voir grandir vraiment une solidarité et comme inimitable entre ces femmes-là, parce que c'est tellement lourd, mais que elles seules se comprennent. Puis aussi, c'est des témoignages vraiment émouvants, puis le fait de dire ça à visage découvert, d'accepter d'être sur caméra, de dire ton nom et tout. Fait que c'est pas jojo, là. C'est pas léger, mais il y a quand même une forme de positivisme à tirer de tout ça, surtout de l'aide, si on veut, qu'on donne à ces femmes-là. Alors, Fuir de Carole Lagagnière. Et c'est assez curieux, mais je crois que c'est une sortie très, très limitée. Là, je finis avec ça. C'est le drame biographique de Silent Twins. J'avoue que je l'avais vu passer la bande-annonce peut-être cet été. Puis je sentais que ça allait être assez... niché. Underground comme sortie. Puis tu vois, j'ai même zappé là, que ça sortait cette semaine. C'est basé sur la vie de June et Jennifer Gibbons, qui sont des jumelles identiques qui ont grandi au Pays de Galles, mais sont devenues connues sous le nom des jumelles silencieuses parce qu'elles refusaient de communiquer avec n'importe qui d'autre que juste eux-mêmes. Okay. Puis c'est fait que ça vient du récit biographique. Je pense que si je me souviens bien, une des deux s'est mise à écrire. Okay. Je suis plus certain si c'est ça ou quelqu'un d'autre a écrit sur elle. Puis c'est avec Letitia Wright, qu'on a connu dans Black Panther, qu'on va voir dans le prochain, et Tamara Lawrence. Okay. Fait que c'est... j'espère qu'il y a de quoi qui vous intéresse dans tout ça. On se cachera pas, vous êtes difficile. Ouais, c'est ça. Là. Sans compter tout ce qui est sorti précédemment, là, cette semaine, il y a du plus léger, il y a du plus biographique, il y a du plus horreur. Il y a juste pas de films familiaux, mettons. C'est ça qui manque, en fait, ces temps-ci. Là. Il va y avoir Lyle Crocodile dans 2-3 semaines. Puis Avalonia de Disney, pas Pixar, mais juste Disney pour le Thanksgiving américain. Mais sinon, il y a comme un petit trou là, en ce moment. Je sais pas si c'est hypothèse que je développe là. Le fait que les films civils ont comme fermé un peu, qu'ils vont réouvrir sous une autre bannière, essayer de reprendre le calendrier et tout. Peut-être qu'eux, d'habitude, avaient sorti un film d'animation européen, mais ne serait-ce que pour un peu la rentrée scolaire, pour l'Action de grâce canadienne. Il va y avoir Lyle Crocodile. Il va sortir juste avant, je pense. Mais il y a comme un trou en septembre. Puis, fait que je sais pas s'il y a déjà des sorties pédagogiques scolaires ou des choses comme ça, mais il y a comme, j'imagine c'est les Mignons puis Crypto Chien qui restent à l'affiche. Là. Alors voilà, la semaine prochaine, on va parler de Don't Worry Darling de Olivia Wilde, que j'ai quand même hâte de voir parce qu'il y avait des critiques mitigées, du très bon, du moins bon, et tout le drama qu'il y a eu autour de ce film-là, la relation avec Harry Styles, que c'est Florence Pugh puis Wilde qui paraît qu'elle ne se parle plus. Effectivement, parce que Pugh était là aux projections, mais n'a pas participé aux conférences de presse, n'avait pas de promo. Donc, on va essayer de démystifier tout ça. Ou soit il s'est passé de quoi au tournage, soit elle a vu amener un montage final, puis c'est pas ça que c'était supposé. Tu pensais que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Je le sais pas. Mais j'ai hâte de rechercher là-dessus pour patiner avec tout ça. D'ici là, écrivez-nous balado au singulier à commercial-monciné.ca. Et le nouveau magazine est en kiosque maintenant. C'est avec comment dire, je sais pas l'inoubliable, mais en tout cas, Rémi Girard, je sais pas c'est quoi le qualificatif que je pourrais dire. Le monument, je pense qu'on peut le dire. Voilà.
Et il y a aussi le cinéma vu par François Pérusse, qui est à l'affiche dans Niagara. C'est toi qui parlais avec lui, justement. Alors, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. On vous invite aussi à suivre prochainement l'épisode spécial de Niagara qui suivra dans les prochains jours. Sur ce, on vous dit bonne fin de semaine, bon cinéma et bon popcorn.